Donc c'est parti, ouais, on va parler encore des États-Unis d'Amérique et de Donald Trump en particulier et de Charlie Kirk encore une fois par rapport à l'hommage qu'il y a. Il y a eu un grand hommage de la part du Parti républicain et de un peu toute la droite conservatrice américaine par rapport à Charlie Kirk qui, je vous le rappelle, s'est fait assassiner la semaine dernière. Et donc on va regarder un petit peu, analyser un petit peu ce qui se trame derrière tout ça, sachant que c'est un petit peu flippant. Quand on voit un petit peu ce qui se dit dans les discours, c'est en train de ressembler à une instrumentalisation de tout ça et de cet événement, de ces tragiques événements, pour faire deux grands pas de plus dans la direction du fascisme finalement. Donc on va regarder ça, on va commencer avec un tout petit sujet de France 24, pour rappeler un petit peu les faits. Qu'est-ce que c'est que ce grand raout qui a eu lieu d'hommage à Charlie Kirk hier aux États-Unis ? Donald Trump a navigué entre l'hommage à Charlie Kirk et le discours de campagne. D'ailleurs, il est entré sur scène avec la chanson God Bless the USA qui l'accompagne généralement pendant ses meetings. Il a rendu hommage à un géant de sa... Donc là, vous voyez, c'est Turning Point USA, le truc derrière. Donc Turning Point USA, c'était l'organisation de Charlie Kirk. Donc cet influenceur, c'était plus qu'un influenceur, c'était un influenceur, militant, tout ce que vous voulez, américain, qui était en mode pro-Trump depuis le début. C'était quoi, en 2016, quelque chose comme ça ? Peut-être même avant qu'il a créé Turning Point USA, il était encore très jeune à l'époque. C'était au moment de la première campagne de Trump en 2016. Et depuis, vraiment, c'est un de celui qui a fait le plus pour faire la propagande de Trump, en particulier auprès des plus jeunes. Salut BAMF18, comment ça va ? Attends. Bonjour BAMF18, dans le chat. Ça fait longtemps. Comment ça va ? Allez, le chat, vous dites tous bonjour BAMF18 et BAMF18, comme c'est la tradition BAMF18 que je connais personnellement. C'est un peu un pote, maintenant on s'est croisé à la manif du 10 septembre l'autre jour. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez probablement vu ça en story, BAMF18 qui est très sympa IRL. Voilà. Bonjour BAMF18, ça va ? Bon, on peut reprendre là-haut ? Ça va ? J'étais en train de travailler quand même à la base. Il dit vrai, tout à fait. Donc voilà, en tout cas, Turning Point USA, c'est l'organisation de Charlie Kirk, et donc il y a eu cette espèce de gros hommage. Et vous allez voir après les images, quoi, c'est assez impressionnant. L'hommage qu'ils ont fait, et dans les discours, t'es en mode genre, ça pue. Génération, un chrétien patriote tué, dit-il, par un monstre radicalisé, un homme qui a largement contribué à son élection en 2024 en travaillant notamment auprès des électeurs de moins de 30 ans, en convertissant la jeunesse des États-Unis au mouvement conservateur et MAGA en particulier. Mais il a aussi rabâché, le président américain, ses thèmes favoris: l'élection volée de 2020, l'âge de Joe Biden, l'insécurité, la santé économique retrouvée du pays grâce à ses taxes douanières. L'autre moment fort de cette cérémonie, qui a duré plus de 5 heures devant... C'est ça le truc, c'est que c'est censé être une cérémonie d'hommage, bon, qui est le président de la République directement, vu que c'était son pote, en tout cas c'était son allié politique. Ok, mais du coup c'est devenu vraiment un meeting, quoi. Ça s'est littéralement transformé en meeting avec un discours extrêmement politique à l'intérieur. C'était pas juste un hommage à un homme décédé, etc., etc. Vous allez voir après certains trucs que Trump a dit. Dans tous les cas, bizarre l'hommage, très très bizarre l'hommage. Donc en vérité c'est plus une espèce de grosse opération d'instrumentalisation et de nationalisme, quoi, on va dire. 65 000 personnes. Ça a été le discours d'Erika Kirk, la femme de Charlie Kirk, qui a dit en larmes sur scène qu'elle pardonnait à son assassin. Et la dimension religieuse de cette cérémonie aussi a été très marquante. Genre regardez le stade immense, quoi. Donc là c'est la scène, et vraiment c'était en mode à l'américaine, quoi. Un stade gigantesque rempli avec d'autres hommages en extérieur avec des foules gigantesques. Et ouais. Notamment quand des membres du cabinet de Donald Trump, Marco Rubio, le secrétaire d'État, Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, Robert Fitzgerald Kennedy, le ministre de la Santé, sont venus s'exprimer sur scène et ont tous fait des références à Jésus, à la religion. Pete Hegseth, notamment, a demandé au public de mettre le Christ au centre de sa vie, des discours qui peuvent valider cette... Pas très républicain tout ça, hein. Où sont nos valeurs laïques et universalistes de la République ? Théorie de l'évolution du... Je sais pas si vous avez la ref Jésus, ouais. Alors la ref, c'est une ref à Jésus, le Christ, c'est Jésus-Christ, c'est comme ça qu'on l'appelle. Du coup, c'est un gars qui était vraiment super basé, il y a à peu près 2000 ans, c'était vers l'actuelle Palestine.
Et ouais, c'était un gars assez basé. Puis après, il est mort, il s'est fait tuer injustement par les Romains, etc., etc. Et après, en fait, il y a tout un tas de gens qui le surkiffaient de fou, quoi, parce que le gars était vraiment, vraiment cool, quoi. Il avait des valeurs, surtout pour l'époque, c'était assez révolutionnaire en réalité, hein. Donc du coup, après, ça a commencé à écrire des bouquins sur lui, puis petit à petit, ça s'est transformé carrément en une religion qu'on appelle le christianisme. Voilà, donc les chrétiens, c'est ça, c'est ceux qui suivent en gros la parole du Christ et le message du Christ de Jésus-Christ, du coup, qui est mort il y a à peu près 2000 ans. Voilà, c'est ça la rêve pour ceux qui n'ont pas. Gouvernement actuel vers une forme de nationalisme chrétien. C'était d'ailleurs ce que Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au final, tout ça est un prétexte pour faire une espèce de grand raout nationaliste, et même nationaliste chrétien. Et en vérité, quand tu mets nationalisme plus une religion derrière, bizarre, hein, bizarre. Bizarre le nationalisme, hein. Après, ça dépend. Ça peut être du nationalisme dans le cadre de la décolonisation d'un pays, par exemple. Le nationalisme d'un pays colonisé dans les années 50-60, c'est pas pareil. C'est on voulait l'indépendance. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à la métropole. Mais dans un pays qui est la première puissance mondiale, la première puissance économique et la première puissance militaire de très loin, le nationalisme chrétien dans une république comme ça, extrêmement sus, hein, extrêmement sus. Charlie Kirk, qui se revendiquait comme un nationaliste chrétien. Oui, normal. De toute façon, c'est un Trumpiste particulièrement zélé qui s'est fait assassiner. Et donc, du coup, le camp MAGA, Make America Great Again, le camp de Donald Trump, en profite pour aller toujours plus loin, toujours plus fort sur la pente du nationalisme chrétien et du fascisme en réalité. Parce que là, quand on voit certaines prises de position, ça fait vraiment très peur, sachant qu'on en a parlé la dernière fois. Tout ça est accompagné d'une immense chasse aux sorcières contre la gauche et le camp démocrate, mais la gauche plus largement, et ce qu'ils appellent la radical left et les antifas. Les antifas qui ont été qualifiés de groupes terroristes par Trump. Donc c'est en mode les antifascistes sont des terroristes, ça fait un peu de vous des fascistes, non? Premièrement. Enfin voilà, du coup il y a cette grosse chasse aux sorcières contre la gauche, il y a plein de gens qui se sont fait virer de leur boîte, il y a Jimmy Kimmel, le présentateur de Late Night Show, qui s'est fait littéralement virer de sa chaîne. Par exemple, alors qu'au contraire, ils marchent sur des œufs, ils font pas des blagues de cons sur Charlie Kirk en mode genre, il y a personne qui s'est réjoui de sa mort, quoi. Et quand même, ils prennent ultra cher. Alors après, il y a 2-3 personnes qui sur Twitter, effectivement, se sont réjouies de sa mort. On fait des blagues, mais normalement, le premier amendement de la Constitution américaine fait que la liberté d'expression est quasi absolue. Ils sont fait virer de leur taf, pour certains, ou suspendus. Jimmy Kimmel, je sais pas s'il a été viré ou suspendu, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une chasse aux sorcières médiatico-politique contre l'opposition politique. Et à côté de ça, cette espèce de grand moment de nationalisme chrétien tout au sommet de l'État, donc tout ça est quand même vraiment, vraiment effrayant. Alors pour revenir là-dessus, donc ils font un hommage à Charlie Kirk, et comme je disais, ils sont là en mode genre, ouais, c'est inadmissible de ne pas respecter la mort d'un père de famille, il faut respecter les défunts, etc., etc. Regardez ce que Trump a dit il y a quelques jours, c'était il y a vraiment pas longtemps, enfin je crois que c'était il y a pas longtemps, j'ai pas retrouvé la date, mais en tout cas regardez ce que Trump a dit sur Joe Biden il y a encore pas si longtemps, quoi. Very angry, mean Biden. Voilà, le très méchant et énervé Biden. You know, Biden was always a mean guy, but never a smart guy. You know, even you go back 30 years ago, 40 years ago, he was a stupid guy. Voilà, donc il est en mode Biden est méchant, mais il n'est pas intelligent, c'est un mec stupide. He's a stupid guy. But he was always a mean son of a bitch, you know. He was always a mean son of a bitch. Donc, c'est-à-dire, ça a toujours été un fils de pute, quoi. Son of a bitch, ça veut dire fils de pute. Ça a toujours été un sale fils de pute, hein. C'est un peu ça, mean son of a bitch. Alors après, c'est pas connoté exactement pareil. Je pense que fils de pute en français, c'est plus vulgaire que son of a bitch en anglais. Mais voilà, il a quand même traité Joe Biden de fils de pute, mais c'est pas le pire. How's it working? Not working too well for him right now, as it says. So when you. Et là, il a dit ça marche pas très, il va pas très bien en ce moment, sachant que Joe Biden a un cancer. Et je crois que son cancer est en phase 4 ou je sais plus quoi. Genre, il a un cancer et là, c'est assez grave, quoi. C'est assez grave. Et donc il fait une blague sur le fait que Joe Biden a un cancer et qu'il va pas bien après l'avoir traité de fils de pute. C'est le président des États-Unis en exercice, hein. Le même qui a dit que c'était inadmissible de ne pas respecter quelqu'un comme Charlie Kirk et de faire des blagues sur sa mort ou quoi que ce soit, vient littéralement de traiter son prédécesseur de fils de pute et de faire une blague sur son cancer, hein. C'est le président des États-Unis en exercice. Start feeling sorry for him. Remember, he was a bad guy. Il a dit commencez pas à vous sentir désolé pour lui, à avoir de la peine pour lui. Rappelez-vous que c'est un méchant, que c'est un bad guy. Il dit ça de Joe Biden, ancien président de la République. Donc il se moque de son cancer, il le traite de fils de pute, il dit à sa mort, faudra pas oublier que c'est un méchant. Et en même temps, il est en mode genre, faut que j'arrête de dire en mode genre tout le temps. À côté de ça, il arrête pas de dire oh là là, ceux qui se sont moqués de Charlie Kirk ou qui l'ont critiqué, vous êtes des terroristes. C'est quand même genre, c'est là qu'on voit qu'ils en ont rien à foutre du respect des morts et de l'humanité là-dedans. C'est pas une question d'empathie, c'est pas une question de dire regardez comment ils sont monstrueux la gauche à se moquer de nos morts. Il fait exactement la même chose.
Donc ça montre bien que tout ça, c'est une vaste opération d'instrumentalisation, de chasse aux sorcières et d'intimidation, quoi. C'est très très grave. Voilà. Alors ça, c'était pas au grand meeting d'hommage à Charlie Kirk. C'était juste avant, mais j'avais quand même envie de vous le montrer, quoi, parce que c'est chaud. C'est quoi ça, du coup? Attends, on le regardera après, je le mets pour un peu plus tard. Ça aussi, je le mets pour un peu plus tard. Hop là. Donc oui, sachant qu'il a dit ça. Ah non, quoi d'autre? Pendant le meeting, il y a eu ça aussi. Donc Erika Kirk, c'est la veuve de Charlie Kirk. Et eux, du coup, c'est des chrétiens évangéliques. Donc les évangélistes, ou évangéliques, je sais plus exactement. Les chrétiens évangéliques, c'est un type de protestant qui existe aux États-Unis, mais pas que. Et en gros, c'est un type de protestant particulièrement particulièrement traditionnaliste, etc., etc. En tout cas, aux États-Unis, le camp chrétien évangélique, c'est vraiment... C'est des fous de Dieu, un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... C'est un peu l'équivalent de nos cathos tradis en France, quoi, les chrétiens évangéliques là-bas. C'est notamment des gens souvent qui sont créationnistes, qui luttent contre l'enseignement de la théorie de l'évolution à l'école et qui sont ultra sionistes parce que, pour des raisons messianiques, parce que selon eux, il faut qu'il y ait des juifs en terre de Judée pour le retour du Messie. Et donc du coup, c'est des gens qui sont en mode, genre, ils applaudissent de toute leur force quand il y a le génocide des Palestiniens, quoi. Voilà, ils sont aussi anti-avortement, pour le port d'armes, etc., etc. C'est vraiment, c'est un peu ce qui se fait de pire politiquement aux États-Unis, le camp des évangélistes américains. Alors, je parle bien des chrétiens évangéliques américains de type MAGA, etc., etc. Parce qu'il y a d'autres types de chrétiens évangéliques dans d'autres pays, notamment dans pas mal de pays africains, où c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose et c'est moins vénère et réactionnaire, on va dire. Voilà. Donc en tout cas, Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk, qui du coup est chrétienne, a dit ça. Father, forgive them for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Donc voilà, elle est en mode genre je pardonne à celui qui a tué mon mari, etc., etc. Alors peut-être c'est que voilà, si ça avait été officiellement un mec d'extrême gauche ou un noir américain ou je ne sais quoi, peut-être qu'elle aurait pas dit ça. Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, elle a eu un discours de chrétien. C'est une citation de la Bible. Ok, bah elle a cité la Bible pour dire voilà, je pardonne à ce jeune homme, etc. Non, la citation de la Bible, c'est le début. C'est mon père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ouais, c'est une citation de Jésus, le gars dont je parlais tout à l'heure, c'est ça? Vous avez la ref? Vous avez la ref sur Jésus? Ok. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que Trump est passé après, encore une fois, monsieur le président de la première puissance mondiale en exercice. Hein. Voilà, c'est Jésus qui dit ça sur la croix, c'est bien ça. Donc regardez ce que Trump a dit. Trump, il est passé après Erika Kirk, c'est celui qui est passé en dernier, je crois, de toutes les prises de parole. C'est celui qui est passé en dernier. Et regardez ce qu'il a dit derrière. Je vais vous traduire. In that private moment on his dying day, we find everything we need to know about who Charlie Kirk truly was. He was a missionary with a noble spirit. Voilà, Charlie Kirk était un missionnaire avec un esprit noble. And a great purpose. Et un grand sens, enfin but. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's Donc là, il a dit il ne détestait pas ses opposants, il voulait le meilleur pour eux. Et là, écoutez ce qu'il va dire. C'est là que je suis pas d'accord avec Charlie. With Charlie. Je déteste mes opposants. Et je ne veux pas le meilleur pour eux. I'm sorry, je suis désolé, je veux pas le meilleur pour eux. Je suis désolé, Erika. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Donc voilà, donc il y a la veuve de Charlie Kirk qui arrive et qui dit il faut pardonner les gens parce que c'est la parole du Christ. Lui, il arrive en mode genre désolé, Erika, mais moi je pardonne pas, moi je déteste mes ennemis. Le président des États-Unis en exercice. Sachant que dans une république, le rôle du président de la République, c'est de veiller à la concorde nationale. C'est de veiller à ce que justement le pays ne soit pas divisé, etc., etc. Alors après, on en pense qu'on en veut. On peut être en mode genre oui, mais justement, il faut que le pays soit divisé parce que la lutte des classes, etc., etc. Ok, très bien. Mais dans n'importe quelle république, c'est le but du président. C'est aussi d'être cette espèce de conciliateur et qui est garant de la concorde nationale, qui fait que tout le monde arrive à s'entendre et que le pays soit à peu près uni, quoi. Et donc, dans des moments comme ça, d'escalade de la violence et des attentats politiques aux États-Unis, d'avoir un discours comme ça de la part du président en exercice, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oui, bon, PTDR. Alors, je suis d'accord, Murasoro, que effectivement, quand on regarde concrètement ce que c'est que nos démocraties libérales et à quel point l'État, de toute manière, au final, c'est l'outil de domination de la classe possédante sur les travailleurs, etc., etc. Sur le principe, sur le papier, le président est censé être le garant de l'unité et de la concorde nationale. Effectivement, ça l'est pas tout le temps. Mais je veux dire, Trump, j'ai pas d'exemple de discours aussi violent suite à un événement comme ça comme un assassinat politique, quoi. Je veux dire, Biden, c'était pas ça. Biden, comme il était président de la République et que le candidat Donald Trump à sa réélection a failli mourir d'une balle dans la tête à un meeting, Biden a appelé au calme et a appelé à une désescalade de la violence. Ce genre de choses.
Là, il est littéralement en train de jeter de l'huile sur le feu. Hein. Sachant que la stat est sortie il n'y a pas très très longtemps. Sur tous les attentats et les violences politiques qu'il y a pu y avoir aux États-Unis ces dernières années, je ne sais pas plus combien d'années, on est sur plus de 90% d'attentats d'extrême droite. Ce monde est finito. Bah ouais, mais en tout cas, ce pays a l'air bien finito. Quand on voit la violence de ce discours-là, c'est vraiment en mode. Il fait tout le contraire de ce qu'un président devrait faire, quoi. Il jette de l'huile sur le feu. C'est vraiment absolument dramatique. Mais c'est pas le seul truc qui est dramatique parce qu'à côté de ça, il fait son one-man show. Et regardez, j'avais envie de vous montrer cette séquence parce que cette séquence n'a aucun putain de sens. Hein. Aucun putain de sens. Hein. Ah bah voilà, Gros Bignol, justement, c'est ce dont tu parles. Je vous montre l'extrait. Regardez comment il fait un one-man show. C'est trop bizarre. Sachant que ça, c'est encore une fois, c'est un grand hommage à quelqu'un qui s'est fait assassiner. Et là, il arrive et. Enfin, regardez quoi. It was Charlie who helped unite MAGA and. You know what MAHA is? That's right. Make America Healthy Again. Make America Healthy Again. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire de Make America Healthy Again. Donc, healthy, c'est en bonne santé. Mais bon, quand tu regardes l'administration Trump, ils voulaient de base couper dans les dépenses publiques massivement. Et il n'y a pas de sécurité sociale pour les malades là-bas, quoi. Voilà. Et justement, c'est la gauche, c'est les démocrates. Et c'est notamment Bernie Sanders. Bernie Sanders. Et toute l'aile gauche du Parti démocrate qui essaye de gauchiser tout ce truc-là, un peu tous les socialistes américains, qui eux voulaient un truc Medicare for All et qui était dans leur promesse de campagne énormément de choses par rapport à la couverture médicale qui est ultra pourrie en fait aux États-Unis quoi. Ok, MAHA c'est le truc de Robert Kennedy Jr. Ok, d'accord. Donc c'est des espèces de politique de santé mais toute pourrie quoi. D'accord. Sachant que c'est un espèce de complotiste anti-vax bizarre. Hein. Voilà, c'est la politique hyper complotiste de RFK Jr. anti-vax etc. Ok, d'accord. Enfin bon. En tout cas, regardez ce que Trump va dire. Donc la vision de la santé aux États-Unis, c'est voilà, pas de Medicare for All, pas de sécurité sociale, on passe tout par le privé, à tel point que les mutuelles privées sont tellement détestées qu'il y a littéralement un mec qui a été tué. Donc Luigi Mangione qui a littéralement tué un PDG des mutuelles de santé en mode c'est horrible ce que vous faites, vous avez du sang sur les mains. Et il y a la moitié des États-Unis qui a applaudi. Voilà, c'est dire à quel point leur système de santé pue la merde aux États-Unis. Et donc voilà ce que Trump a à dire pendant ce vibrant hommage à Charlie Kirk. Écoutez. And tomorrow we're going to have one of the biggest announcements, really medically, I think, in the history of our country. We're going to be doing it. Demain, il y aura une grande annonce sur une grande avancée historique pour la santé dans notre pays. Ah bon? With Bobby and Oz and all of the professionals, I think you're going to find it to be amazing. Je pense que vous allez trouver ça amazing. Il y aura tous mes copains, on va annoncer ça, ça va être super. I think we found an answer to autism. How about that? Autism. Je crois qu'on a trouvé une réponse à l'autisme. Voilà, il est en mode genre, on a trouvé l'autisme, en fait, il n'y aura plus d'autistes maintenant. To autism. How about that? Autism tomorrow. What about that? Autism tomorrow. C'est un one-man show, c'est trop bizarre. C'est un one-man show, il est en mode genre, ça vous dit ça, l'autisme demain, on se fait ça dans le bureau ovale? Petite maison blanche? Petit autisme demain, ça vous dit? Tomorrow. Et tout le monde est en mode genre, ouais! Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Cette phrase, autism tomorrow, genre, c'est trop bizarre, quoi. Autism, how about that? Autism tomorrow. We're going to be talking in the Oval Office in the White House about autism, how it happens, so we won't let it happen anymore, and how to get at least somewhat better when you have it, so that parents can help their child, their beautiful child. That's a big one. I've been bugging everybody over there. Get the answer to that. Enfin voilà, genre c'est trop bizarre. Vraiment, genre c'est grotesque. Je pensais pas que l'installation du fascisme américain prendrait la forme d'un one-man show grotesque comme ça, genre. Je pensais pas. Je pensais que ça serait plus, que ça ferait plus sérieux. Mais genre c'est un guignol en plein one-man show. Et le mec est en train d'installer le fascisme aux États-Unis petit à petit, quoi. Ouais, c'est Trump, hein. C'est Trump. Rien de très nouveau, mais genre rien de très nouveau, mais on est quand même choc-barre à chaque fois. On est quand même choqué à chaque fois. C'est fou. Voilà. Alors je voulais regarder ce petit extrait aussi de C'est politique, hein, présenté par Thomas Negaroff, bien sûr. C'est bien ça. Je confonds pas les noms. Je confonds pas les chauves. Non, ça va. Qui analyse un petit peu tout ce meeting, tout ce grand raout de l'extrême droite américaine, hein, parce que c'est l'extrême droite, évidemment, Donald Trump. Voilà. Eux, ils titrent carrément la bascule autoritaire. Alors moi, je pourrais dire la bascule fasciste, hein. C'est à peu près la même chose, mais en réalité, oui. C'est en train de se concrétiser très très fort. Merci en tout cas pour le train de hype. Merci à tous.
On va regarder les images en direct. Des images très impressionnantes qui nous proviennent de l'Arizona, Glendale, à côté de Phoenix, le lieu des funérailles. Ce sont des images, et c'est important de le préciser, qui sont filmées par Turning Point, l'organisation même de Charlie Kirk, qui est la seule à pouvoir faire ces images-là à l'intérieur. Le président américain va bientôt parler, le vice-président va bientôt parler. Tout le banc et l'arrière-banc du pouvoir MAGA est en place. Ouais, c'est Elon Musk. Il est là. Alors pour ceux qui ne savent pas, Elon Musk et Donald Trump s'étaient disputés, ils étaient plus copains. Et notamment, Elon Musk a commencé à dire « Ah ouais, bah si t'es... » Alors, ce qui s'est passé, c'est que en fait, Donald Trump a voulu suspendre des aides de l'État qu'il y avait par rapport aux véhicules électriques, parce qu'il est en mode « Le véhicule électrique, c'est de la merde. C'est un truc de woke, de merde. Moi, j'aime le diesel. Moi, j'aime l'essence. Vroom, vroom, les grosses voitures américaines. » Et donc, il était en mode « Les aides de l'État aux véhicules électriques, ça dégage. » Sauf que, évidemment, Elon Musk, c'est le propriétaire de Tesla, qui est le plus gros fabricant de véhicules électriques américain et même mondial, si je dis pas de bêtises. Peut-être des Chinois qui l'ont dépassé, remarque. Et donc, il n'était pas content. Ils ont split à cause de ça. Il s'est fait virer du gouvernement à moitié, Elon Musk. Et après, Elon Musk était en mode genre ah ouais, bah de toute façon Donald Trump c'est un pédophile. Il était sur l'île de Epstein et il veut pas release the Epstein files. Je sais plus comment on dit ça en français. Donc voilà, c'était il y a une semaine, Elon Musk était en mode ce gros pédophile, ce gros pédocriminel, ça dégage. Et là maintenant ils sont recopains quoi. Donc comme quoi tout ce qu'ils disent, pas ce qu'ils pensent, mais tout ce qu'ils disent et toutes leurs déclarations de merde, tout ça n'est qu'un jeu de posture. Quand derrière, il faut aller faire un grand moment de nationalisme et de chasse aux sorcières contre la gauche, ils redeviennent copains instantanément alors qu'ils se traitaient littéralement de pédocriminels la veille, quoi. C'est quand même une dinguerie. Hein. C'est quand même une dinguerie. Salut Hello Grise, comment ça va ? Il y a même Elon Musk, voilà, que l'on voit ici. Bref, il y a du monde, je ne sais pas si je veux dire du beau monde. Comment Franklin Delano... Du beau monde ? Non, c'était plutôt du moche monde, hein, je dirais. Tranquille et toi, bah moi ça va. Un petit peu fatigué, mais je suis content. Voilà. Roosevelt verrait ça. Judith Pérignon, vous qui avez tellement travaillé sur lui. En fait, la première fois que j'ai vu l'image là, avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Il y avait... Bon. Moi, parfois, je trouve que je fais le forceur à comparer tout le monde à des nazis, vous voyez ? Parce que c'est un peu mon métier. Hein. Je suis en mode genre, les nazis ci, les nazis ça. Mais bon, en réalité, je connais un petit peu quand même l'histoire du nazisme, etc. Et la filiation politique et historique qu'il y a entre l'extrême droite nazie et fasciste des années 30 et l'extrême droite actuelle, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis. Mais parfois, je me dis, waouh, est-ce que c'est du lore militant de traiter tout le monde de nazi ? Ou pas, mais en fait non, c'est pareil en fait, voilà, on a même des très sérieux experts de Donald Trump, des journalistes romancières, je sais pas exactement qui c'est, qui à la télévision sont en mode genre non, effectivement ça fait penser aux nazis, hein. Et oui, ils ont un peu leur propre incendie du Reichstag à eux maintenant aux États-Unis, c'est chaud. Hein. C'est à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30, il y avait des grands rassemblements. Oui, au Madison Square Garden. Totalement, voilà, le Madison Square Garden. Et Franklin Roosevelt était très conscient que le nazisme était aussi aux États-Unis. Et oui. Ça serait un truc on parle assez rarement, parce que comme c'était les alliés, les États-Unis, qui sont battus littéralement contre les nazis, le débarquement en Normandie, etc., j'ai pas besoin de tout vous réexpliquer, on a tendance à penser qu'il n'y avait pas de nazis aux États-Unis, quoi. Que c'est vraiment d'un côté, tu avais l'Allemagne nazie, et de l'autre côté, tu avais le camp de la démocratie, notamment américaine. Mais en réalité, quand tu regardes la société américaine dans les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait énormément d'antisémitisme, et il y avait des gens ouvertement nazis qui aimaient bien Hitler. Faut pas l'oublier. Voilà, faut pas l'oublier. Mais sauf que c'était Franklin Delano Roosevelt, à l'époque, ce GOAT, et lui, du coup, il n'était pas nazi. N'arrêtez pas de le dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a l'image des États-Unis qui ont débarqué, sauvé l'Europe. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi. Mais Roosevelt, FDR, était très conscient que le nazisme était aux États-Unis. Le suprémacisme blanc américain est complètement connecté à la pensée raciale d'Hitler. Et oui, parce que justement, quand quelqu'un parlait du Ku Klux Klan dans le chat, effectivement, c'est basé sur la violence et le racisme, la société américaine. Elle s'est construite dans l'esclavage, c'est consubstantiel de la société américaine, états-unienne, et même historiquement, ça s'est bâti là-dessus. Et donc, il y a tous les Américains en mode Ku Klux Klan et compagnie, ce sont des suprémacistes blancs. Ce sont littéralement des suprémacistes blancs qui, pendant très longtemps, se sont battus pour conserver ou revenir à un état de ségrégation, voire d'esclavage pour les plus hardcore, sur la base d'une supposée supériorité de la race blanche sur les Noirs. Et donc, ça veut dire qu'ils voyaient leur propre société comme étant basée sur un découpage racial, avec les Blancs tout en haut et les Noirs tout en bas. Ce qui leur fait un énorme point commun avec Adolf Hitler et les nazis, parce que c'est le principe le plus fondamental du nazisme, c'est vraiment la loi du sang, c'est tout est expliqué par une explication raciale et racialisée.
tous les problèmes de l'Allemagne, selon les nazis, c'est les juifs, la race la plus inférieure, et eux, en tant qu'Aryens, la race la plus supérieure, ils doivent avoir des droits supérieurs à tous les autres, quoi. C'est la base, c'est ce qu'il y a de plus central dans le nazisme. Et bah, aux États-Unis, tous les suprémacistes blancs, type Ku Klux Klan et compagnie, c'est la même chose. Ils se battent, ils veulent une société américaine basée sur la hiérarchie raciale. Donc évidemment que le nazisme a eu des grands échos aux États-Unis. Donc c'est pour ça que traiter Donald Trump de fasciste et compagnie, c'est très très pertinent. C'est vraiment très pertinent parce qu'il est issu de cette Amérique-là, Donald Trump. Connecté à la pensée raciale d'Hitler. Donc tout ça est très lié et toutes ces images-là me renvoient à ces rassemblements des années 30. Il faut savoir qu'il y avait même des députés américains qui étaient complètement contre l'intervention des États-Unis, dont les discours étaient visés par le Reich directement en Allemagne. Donc la connexion, elle est toujours là. Et oui, c'est bien de le rappeler. Hein. C'est bien de le rappeler. Enfin, moi, je le fais tout le temps, hein, rappeler cette connexion entre nazis, fascistes et l'extrême droite actuelle. Mais après, j'ai l'impression... Je sais pas, mais j'ai l'impression, plus ça va, plus je me dis, en fait, je suis même pas sûr que ce soit la meilleure strat de rappeler ça. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode genre, oh ça va, c'était il y a 100 ans, moi je m'en bats les couilles. Peut-être qu'il y a une autre strat qui serait de dire, regardez à quel point ces gens se foutent de votre gueule et sont des menteurs. Je pense qu'il faut faire les deux. Mais à trop insister sur l'aspect historique et le lien avec les nazis, il faut le faire, hein, il faut le faire. Mais moi, je fais que ça depuis le début. Mais peut-être que pour aller convaincre des gens un peu confus, pas très politisés, qui s'intéressent pas trop à l'histoire, juste montrer à quel point ce sont des menteurs et qui sont dans un mensonge permanent, dans une forme de foutage de gueule vis-à-vis de leur propre électorat potentiel, peut-être que c'est des arguments qui peuvent marcher aussi. Bref. Le rouge-brun complotiste qui nous dit, fun fact pour les USA qui ont sauvé l'Europe, les USA ont tué plus de Français en 6 mois que les nazis. Je n'aime pas du tout cet argument. Donc les États-Unis ont fait plus de mal à la France que le Troisième Reich. Tu portes bien ton pseudo, le rouge-brun complotiste, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. On va regarder les images en direct. Ah non, on a déjà vu ça. Ah bah ça va alors. Non mais du coup, ça va, Hitler, c'était pas si mal. Bref, aïe aïe aïe. Tiens, on va regarder ce petit extrait là aussi. Hop là. Ça m'inspire du dégoût et de la crainte. Donc là, on parle de quoi ? On parle aussi de cette espèce de grand raout américain dont on parle depuis tout à l'heure, d'hommage à Charlie Kirk. Donc c'est marrant de voir que dans les médias français, hors les médias Bolloré et les médias d'extrême droite, il y a quand même cette espèce d'inquiétude qui est assez partagée. C'est assez consensuel d'être inquiet de ce qui se passe là-bas, en ayant l'impression que ça commence à ressembler à du fascisme très très fort. Hein. C'est aussi qu'en France, historiquement, on a une vision des États-Unis, on a tendance à les juger assez amèrement, à raison, et les considérer un peu comme des zinzins, quoi. Je veux dire, en France... Il y a ce côté-là qui est issu un peu d'une forme d'anti-américanisme que je trouve relativement sain par ailleurs. Et c'est aussi issu du gaullisme où il est en mode genre non, on ne doit pas être dépendant des ricains, etc., etc. Donc je veux dire, il y a quand même cette idée en France que pour chier sur les ricains, ça va, on est relativement décomplexé par rapport à ça. Et bah, tant mieux, parce que là, quand on voit ce qui se passe là-bas, je me dis tant mieux. Et c'est pour ça aussi que toute l'extrême droite française qui essaye de faire du Trump, ça ne prend pas trop. Ça ne prend pas trop parce que la France, c'est la France. Voilà, c'est pas les États-Unis. J'ai jamais dit qu'Hitler était pas si mal, juste de comprendre la méthode de bombardement massif des USA. Non mais oui, je disais ça un peu pour rigoler, le rouge-brun complotiste. Si t'avais un pseudo qui me donne envie de faire une blague. Mais oui, les USA, ils ont aussi bombardé, c'est assez vénère. J'étais à la Roche-Guyon il y a pas longtemps, visiter le château de la Roche-Guyon. Et en fait, il y avait Rommel. Je sais pas si vous connaissez Rommel. C'est surnommé le renard du désert, celui qui a fait la campagne d'Afrique, etc. avec les nazis. Après, il a élu résidence dans le château de la Roche-Guyon, et notamment pour préparer la défense du front normand par rapport au débarquement américain, etc., etc. Et donc c'était vraiment en mode, il y avait toutes les munitions pour défendre le front normand qui étaient dans les sous-sols du château de la Roche-Guyon. Voilà. Et du coup, la Roche-Guyon a été bombardée, mais c'était par les Américains que la Roche-Guyon a été bombardée. C'était pas par les nazis. Ceci étant dit, je sais que je crois que ça avait été déjà... Les nazis s'étaient barrés genre 2 jours avant les bombardements, et après il y a eu des bombardements américains, et du coup il y a tous les habitants un peu de la ville qui étaient en genre waouh, c'est chaud. Mais après quand les Américains sont arrivés, ils étaient quand même globalement contents, en mode genre yes, on est libéré des nazis. Donc vous voyez, c'est pas qu'une histoire de destruction, c'est voilà. Bref, le Havre rasé par les Anglais, ni oubli ni pardon. Bah ouais, il y a un côté comme ça. Mais bon, quand même, je préfère dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, je préfère 1000 fois les Anglais et les Américains, évidemment, au Troisième Reich. Bon bref, en tout cas, regardez ce qu'elle a à dire, elle, c'est intéressant. Ça m'inspire du dégoût et de la crainte. Pourquoi ? Dégoût parce que d'abord, tous les mouvements fascistes, fascistoïdes ont toujours comme caractéristique de se victimiser. Et ils instrumentalisent évidemment leurs prétendus héros morts au combat, tout ça entre guillemets, tout à fait. Pour justement amplifier ce mouvement de victimisation qui est vraiment leur marque de fabrique, de la crainte parce que...
Et oui, hein. Enfin, les nazis, c'est quand même des gens qui étaient en mode genre. Les nazis, c'était des gens qui faisaient des politiques anti-juives ultra vénères, tout en disant regardez comment les juifs nous humilient et contrôlent l'Allemagne et tirent les ficelles, quoi. Donc c'était à la fois la figure du juif dans l'Allemagne nazie, c'était à la fois le mal absolu. Tous les problèmes de l'Allemagne étaient causés par les juifs directement. Et en ayant ce discours-là, en même temps, ils mettaient des politiques anti-juives ultra vénères. Donc c'était. Cette minorité opprimée était la cause de tous leurs soucis. Donc ils se victimisaient par rapport à des gens qu'ils opprimaient en même temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tout ça est une forme de prétexte, quoi. Voilà. De la crainte, parce qu'effectivement, le déchaînement à la fois religieux, messianique, idéologique, auquel on assiste, est de très mauvais augure pour la suite. Ce sont des gens qui sont en eux-mêmes très violents, et la violence qui s'est exercée contre ce Charlie Kirk est le reflet de la violence que eux-mêmes transmettent à la société américaine, mais aussi au monde entier. C'est ça qui me fait peur, à moi. De fou. Mais dis bien, c'est qui ? C'était Aurélie Filippetti, elle, c'est ça ? Je sais plus qui c'est Aurélie Filippetti. C'est une meuf de gauche, mais c'est même pas une turbo ultra gauchiste plus. Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. C'est une erreur de faire croire qu'en France, on est à l'abri de ce qui se passe aux USA. En gros, ils s'offusquent quand ça se passe à l'extérieur, mais quand ça se passe en France, ils ferment les yeux. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein. C'est pas ce que je voulais dire. Mais effectivement, il y a presque un deux poids deux mesures où tu observes ce qui se passe aux États-Unis, tu fais oh waouh, c'est chaud, c'est le fascisme. Et quand il y a un équivalent qui se passe en France, t'es en mode genre bon, non, c'est différent, il faut comprendre, etc., etc. Donc je suis d'accord qu'il y a un peu un deux poids deux mesures étrange, mais toujours est-il que quand on parle des États-Unis, médiatiquement, on peut avoir une parole qui est assez basée et anti-américaine entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Mais effectivement, faut pas croire qu'il y a une immense différence. S'il y a des vraies différences entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France, il y a des trucs qui sont du même ordre. Hein. Voilà, il y a par exemple Jimmy Kimmel qui s'est fait virer de la télé pour avoir un peu trop parlé de Charlie Kirk, mais en plus franchement il a rien dit. Hein. Il s'est pas du tout moqué de sa mort ou quoi que ce soit. Mais bon, nous en France, on a Merwan Benlazar qui se fait virer du service public après une chronique juste parce qu'il avait une barbe trop longue, quoi. Donc effectivement, parfois on voit plus facilement la paille dans l'œil américain que la poutre dans l'œil français, n'est-ce pas ? Relire Jésus-Christ. C'est le mec dont on parlait tout à l'heure. Vous avez la ref, Jésus ? Vous voyez qui c'est ? Voilà. Oui, pareil pour Guillaume Meurice, etc. C'est sûr. Mais ce qui n'empêche pas, par ailleurs, que quand on parle des États-Unis, je trouve qu'il y a des paroles sur les médias, et vraiment sur les médias mainstream, qui parfois disent les termes, justement parce qu'on a cette distance par rapport aux États-Unis et cette, on va dire, tradition française un peu de l'anti-américanisme et de l'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Donc pour les traiter de zinzin et pour pointer du doigt Trump et dire littéralement c'est un fasciste, je trouve qu'en France c'est un discours qu'on peut entendre dans les médias. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Bref. C'est une meuf du PS du coup, Aurélie Filippetti ? Bon, soutien critique sur cette prise de position, alors, on va dire. Mais c'est pas une élue ou quoi que ce soit. C'est une espèce de directrice des affaires culturelles de la ville de Paris. Ok, ouais, d'accord, je vois le genre. Bon, bref, peu importe. Ok. Alors, c'était quoi ça aussi là ? Vous m'avez envoyé ça en mode regarder les zinzineries qui se passent aux States. Psychosis. If your church is using AI-generated voice of Charlie Kirk telling you that everything's going to be okay and he's in heaven and this is how you should think for the next coming months. Waouh. Elle était ministre sous Hollande. J'ai rien dit, alors cancel Aurélie Filippetti, je la connaissais pas. Justement, ça peut un peu ce que je dis. Il n'y a pas besoin d'être d'extrême gauche pour pouvoir dire les termes sur les États-Unis, quoi. Voilà, même des gens du PS tout gaze, ils sont là à dire c'est un fasciste. Mais effectivement, ça serait bien d'avoir des prises de position identiques sur ce qui se passe en France. Après, je la connais pas, Aurélie Filippetti, mais ok, d'accord. C'est une bâtarde Filippetti, elle a fait interdire Butler chez PDH. Ah, c'est elle! C'est la mentor de Gabriel Attal. Ok, d'accord, je connaissais pas. Bon, soutien extrêmement critique. Hein. Mais après, c'est plus que il y a des trucs où dans le cadre médiatique, parfois il y a des paroles qui viennent de gens qu'on déteste, on est en mode genre ok. Bon, ouais, j'avoue, elle a raison. Mais voilà, c'est vraiment le décalage entre les prises de parole médiatiques et l'action politique concrète, quoi. Voilà. C'est pour ça que parfois on a des gens du PS ou des écolos, je sais pas quoi, qui disent les termes un peu dans les médias français. Ça veut pas dire que c'est des camarades pour autant. Voilà. Ok, mais je sais pas qui c'était Aurélie Filippetti, c'est pour ça. Et c'est aussi pour dire que quand ça concerne les États-Unis, il y a vraiment un consensus pour les critiquer et les pointer du doigt pour ce qu'ils sont, quoi. Qui peut aller jusque chez des gens du PS qui sont des gros centristes mous du sgeg, quoi. Voilà, ça montre bien justement, ça appuie quand même ce que je disais, que en France, sur la scène médiatique, il y a une parole qui est possible par rapport aux États-Unis, qui est pas pour la France. Voilà. Bon bref. Du coup oui, c'est quoi cette histoire ? Ils ont mis une voix en IA
qui met la voix de Charlie Kirk qui vient de mourir pour dire ça va bien se passer, mes chers patriotes et mes chers compatriotes américains. C'est extrêmement bizarre. Hein. How you should think for the next coming months. That's a cult. That is psychosis. I am Christian, and this is crazy to watch real time. Je crois qu'Aurélie Filippetti avait quitté le gouvernement à la fin, au moment de la scission du PS avec la team Valls. Ah oui, ok, d'accord, il y a eu les frondeurs et tout. Elle a fini par se barrer. D'accord, donc c'était pas la hollandiste la plus zélée, quoi. Ça reste une centriste toute naze. Ok, mais bon, voilà, peu importe, c'était juste regarder ce qu'elle disait. Voilà. There is a video of these people sitting in a congregation with AI-generated Charlie Kirk reading the sermon. What? Wait, what? I guarantee in the next 20 years, there's going to be multiple church congregations that only listen to Jesus telling them stuff from AI. C'est terrifiant, hein. Quand tu regardes, c'est terrifiant en vérité. C'est tellement post-moderne, chelou, quoi. Des espèces de chrétiens évangéliques qui veulent... Des nationalistes chrétiens, vraiment, qui veulent une... Enfin, des nationalistes chrétiens, déjà, c'est une forme d'ethno-nationalisme bizarre, vous voyez ce que je veux dire, qui utilisent des IA dans des espèces de méga-églises américaines pour dire « Regardez, écoutez la voix de notre martyr Charlie Kirk par IA », c'est trop bizarre. C'est entre tradition et modernité, mais vraiment au très mauvais sens du terme, quoi. That's scary. That's scary because at the end of the day, it's a man creating that video. It's a man creating the sermon, but you think it's Jesus saying it, and it's going to be so easy to twist his words. Oh, it's going to be so easy. This is scary. That's wild. That's L'âge de la théologie cyberpunk commence. Bah ouais. wild, and I think it's very disrespectful. Very disrespectful. If they're claiming to care about Charlie Kirk, that's very disrespectful. On est d'accord. Mais la plupart, je dis pas, il y en a qui sont probablement vraiment émus par rapport à la mort de Charlie Kirk. Mais Donald Trump, par exemple, il en a rien à foutre de la mort de Charlie Kirk. Alors si quelqu'un a l'extrait peut me l'envoyer, c'est cool, sans ça tant pis. Mais il y a eu un extrait il y a pas longtemps, on n'entend un peu rien parce qu'il y a son hélicoptère à côté. Il fait beaucoup d'interviews hélicoptères en ce moment, avec que des gens en vérité, des journalistes qui sont triés sur le volet et que des gens qui lui sucent la bite toute la journée, quoi. Et le truc Great Ballroom, il y a ça, mais il y a eu encore pire là il y a pas longtemps. Il était en mode genre oui. On va faire beaucoup d'hommages, il faut prendre le temps du deuil, le temps du whatever. Il a dit whatever comme ça. En mode, ça se sent qu'il en a rien à foutre. Il est en mode genre, oui, il va y avoir quelques semaines de deuil et puis tout ça, quoi. Vraiment, il s'en branle, quoi. Il s'en branle. C'est ça, Hobby-Truc ? Mes condoléances sur la mort de votre ami. Oh, pardon. Comment ça va ? Non, c'était pas cet extrait-là. Mais là où il y avait ça déjà, il était en mode genre oui non ça va. Regardez là, il y a des camions à côté. Ils vont faire une nouvelle salle de bal à la Maison Blanche, c'est trop cool, c'est trop stylé. Et le même jour, on l'a vu à un match de baseball en train de danser comme ça. C'est chaud. Hein. Donc bref, effectivement, ils en ont rien à foutre de respecter la mort de Charlie Kirk. Pour Donald Trump, en tout cas, c'est très clairement un événement qui lui permet d'avancer ses pions et d'avoir un agenda politique fasciste, quoi. Voilà. On n'a toujours pas les motivations du tireur. Alors, on n'a pas les motivations du tireur, il n'y a pas eu de manifeste ou quoi que ce soit, mais il y a eu l'enquête avancée, en tout cas, c'est sûr et certain qu'il n'était pas lié à des milieux de gauche. C'est confirmé, et que c'était pas un gauchiste. Ça, c'est confirmé. De toute façon, sans ça, ça aurait été encore bien pire la répression et la chasse aux sorcières qui s'est enclenchée, en réalité. Cependant, non. Et il y a aussi un truc, c'est qu'on a retrouvé, il y avait un jeu vidéo en ligne où son pseudo, c'était Donald Trump. Donc bon, a priori, c'était juste un espèce de troll bizarroïde qui voulait faire un assassinat politique par ennui. Hein. C'est un attentat shitpost en réalité. Hein. C'est un skibidi attentat ce qui s'est passé. Hein. C'est horrible à dire, mais c'est ça. C'est vraiment un espèce de nihilisme violent extrémiste. Là, c'est un terme qui est ressorti il y a pas longtemps. Mais ce gars-là était quand même peut-être plus lié au milieu de droite et au milieu MAGA qu'au milieu de gauche en tout cas. Ça, c'est clair et net. Et là, l'enquête a avancé pour dire qu'il n'y avait vraiment aucun lien avec la gauche et que c'est pas un attentat de la gauche contre la droite. Ça, c'est d'ores et déjà confirmé par la justice américaine. Donc voilà. Et pourtant, ça ne les empêche pas de dire c'est la gauche, c'est les antifas qui l'ont tué, quoi. Donc, dernier truc pour finir cette séquence. On a un ancien ambassadeur des États-Unis qui, pareil, continue à faire ses comparaisons avec l'Allemagne nazie. Donc ça fait quand même tout un tas de personnes, que ça soit des centristes du PS, un ancien ambassadeur américain ou les gens de C'est ce soir qui sont d'accord pour dire que tout ça fait penser aux années 30, quoi. Littéralement, alors que c'est pas des antifas, justement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? L'Amérique aujourd'hui, c'est l'Allemagne de 1934. J'ai très peur que ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire soient condamnés à la répéter. Alors, je vous laisse la responsabilité de vos propos, Charles Adam, mais les propos sont durs. Il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis, ou alors tout ça a volé comparé. Mais il y avait des contre-pouvoirs aussi. Il a dit 1934, hein, il n'a pas dit 1939. Hein.
il avait les pleins pouvoirs, Hitler, en 1934 ? Je sais plus. Les contre-pouvoirs, alors oui, les contre-pouvoirs, c'est genre, il y a un Sénat, il y a un Congrès, le fait que ça soit une république fédérale, etc., etc. Il y a des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, c'est à la fois des contre-pouvoirs institutionnels, ça veut dire, dans une république, il y a des choses qui peuvent censurer, il y a la constitution à respecter qui fait que le président n'a pas les pleins pouvoirs, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des contre-pouvoirs. Par exemple, la Chambre des représentants peut être un contre-pouvoir à la Maison-Blanche aux États-Unis, et aussi des contre-pouvoirs qui ne sont pas de l'ordre de l'institutionnel, comme par exemple la presse, la liberté de la presse, la liberté syndicale, c'est des trucs qui agissent comme des contre-pouvoirs par rapport à une éventuelle dérive autoritaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est vrai que jusque-là, il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis qui font que la dérive autoritaire n'est pas si possible que ça au sens institutionnel. Je vous rappelle que la République américaine, c'est la plus vieille république du monde, il n'y a eu qu'une seule république, ce qui fait que jusque-là, les institutions américaines ont plutôt bien tenu. C'est juste que la démocratie américaine, il y a un ensemble de contre-pouvoirs qui fait qu'il n'y a pas forcément eu de dérive autoritaire tant que ça, mais je veux dire, ça ne veut pas dire que c'est un pays, que c'est un régime souhaitable pour autant, parce qu'il n'y a pas de possibilité de changement, et de toute façon, l'État est au service des milliardaires américains à chaque fois. Oui, il a le Sénat, la Chambre et la Cour suprême, certes, mais ça c'est actuellement. S'il y a des midterms dans 1 an, les midterms c'est les élections de mi-mandat pour rechanger le Congrès, pas le Congrès, la Chambre des représentants américains, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale. S'il y a des midterms dans 1 an et qu'il y a un raz-de-marée démocrate à l'Assemblée, il n'aura plus la majorité à la Chambre des représentants et en toute logique, il aura un peu plus il aura moins de marge de manœuvre. Et ça c'est possible, ça se trouve dans 3 ans. Ça se trouve, je dis pas, c'est extrêmement inquiétant tout ce qui se passe, mais ça se trouve dans 3 ans, il va être totalement désavoué dans les urnes, les démocrates vont revenir au pouvoir, ils auront la chambre des représentants, peut-être le Sénat, et il y aura plus Trump, auquel cas on pourra dire que oui, effectivement, la démocratie américaine, les institutions américaines ont tenu par rapport à la dérive autoritaire trumpiste. Voilà. Si on veut être de bonne foi, on peut le dire. Trump, il a fait un premier mandat, il a quand même tenté de faire un coup d'État, Trump, en 2020. Il y a ses soutiens qui ont envahi le Capitole pour essayer de faire un coup d'État. Et il se trouve que les institutions américaines ont quand même résisté à ça. T'as des actions dans le copium, mais laissez-moi dérouler. Oh, mais c'est insupportable. C'est un peu insupportable. Je suis désolé, c'est un peu insupportable. Parfois, j'essaie de dérouler un discours juste pour dire, il y a ça. Vous me laissez même pas finir. Vous êtes en mode genre, t'es d'élu, c'est déjà le fascisme. On peut analyser les choses en finesse, s'il vous plaît, ou je suis obligé de juste être là en mode genre, ça a toujours été une dictature et tout est une dictature. Même combat. La France égale les États-Unis égale tous les pays du monde. Ce sont toutes des dictatures et puis c'est déjà finito en vérité. On passe au sujet suivant. On peut expliquer des choses et essayer de parler un petit peu avec finesse, s'il vous plaît. Nous, les oraisons, c'est fini, on s'allonge par terre sur des rails de train. Ouais, bah ouais, à ce moment-là. Oh, vous êtes fatigant, laissez-moi expliquer ce truc-là. Justement. Et en plus, j'allais continuer pour chier sur la 5ème République et dire que la 5ème République était encore plus propice à une dérive autoritaire que la Constitution américaine. Oh. Une fois que j'ai dit tout ça, ça veut pas dire que la situation n'est pas inquiétante. Je suis pas en train de dire ça va, les institutions américaines démocratiques vont sauver la démocratie américaine. Dans tous les cas, on voit bien que c'est une foule dérive fasciste et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont justement en train de dire il y aura pas d'élection dans 2 ans. En fait, il va tenter de prendre les pleins pouvoirs. Et là, on verra ce qui se passe. Justement, là, on verra ce qui se passe. Mais je veux dire, c'est pour ça qu'en gros, il apporte la contradiction en disant mais non, il y a des contre-pouvoirs, regardez. Mais effectivement, c'est ce qu'a montré aussi la République de Weimar et l'entre-deux-guerres en Allemagne. C'est que même dans un truc où il est censé y avoir des contre-pouvoirs, à un moment donné, quand il y a une dérive comme ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc à voir dans quelle mesure Trump va réussir à dégommer tous les contre-pouvoirs qu'il y a justement aux États-Unis pour installer le fascisme. Mais il y a encore ça face à lui. Voilà. Il y a encore une forme de démocratie au sens des institutions. Mais quand on voit qu'il essaye de verrouiller la liberté de la presse, qu'il essaye de faire virer des gens au maximum, qu'il essaye de verrouiller la liberté d'expression et ce genre de choses, bah ça fait déjà des contre-pouvoirs directement auxquels il s'attaque. Il s'attaque à l'opposition de gauche et à des principes comme la liberté de la presse, etc. etc. Donc ça montre bien que justement Trump est conscient qu'il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis historiquement et c'est justement à ça qu'il s'attaque. C'est justement à ça qu'il s'attaque et c'est justement pour ça que c'est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, effectivement, il a la Cour suprême, le Sénat et la Chambre des représentants avec lui. Et donc là, il commence à chier sur tous les contre-pouvoirs et y aller quand même. Mais justement, pour voir un peu de quelle manière il va installer le fascisme aux États-Unis, il faut bien prendre conscience qu'à la base, oui, c'est pas encore une dictature des États-Unis, justement parce qu'il y a des contre-pouvoirs. Là, j'étais juste en train d'expliquer ça. C'est tout. Voilà. Sans aller dans le full doming non plus, c'est pas non plus giga optimiste, surtout s'il faut compter sur les Américains. Alors, je ne suis pas du tout optimiste sur la situation américaine. Hein. Je pense qu'effectivement, le fascisme est en train de s'installer là-bas et je ne sais pas comment ils vont se remettre de ce 2e mandat de Trump qui est extrêmement préoccupant et extrêmement effrayant. Voilà, je rappelais juste que, ceci étant dit, il y a quand même des institutions américaines qui font que la dernière fois qu'il a essayé de faire un coup d'État, Trump, il n'a pas réussi. Il y a eu des gens maintenant qui sont en prison. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Trump, la sphère de Trump et le régime nazi, Adolf Hitler,
Ça paraît quand même Où ils ont été graciés depuis, certes. un peu disproportionné. À vous peut-être, à moi, en tant que citoyen américain, c'est cela qui m'empêche de dormir la nuit. Après, moi, je suis full d'accord avec lui. Hein. Dire que ça rappelle l'Allemagne des années 30, etc. Et de dire que justement, il y avait aussi des contre-pouvoirs dans la République de Weimar et que ça n'a pas empêché d'Hitler d'arriver au pouvoir et de devenir un dictateur, tout ce qu'il y a de plus autoritaire, etc. Effectivement. C'est pour ça que je suis tout aussi inquiet que lui. Malgré tout ce que je viens de dire sur les contre-pouvoirs, effectivement. Il y a de bonnes choses pour que ça ne suffise pas face à Donald Trump. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contre-pouvoir aux États-Unis. Jusqu'à présent, non. Y aura-t-il une insurrection populaire à un moment donné? À mon avis, c'est fort probable. Ok. Bah ouais. Je sais pas. On verra. De toute façon, les prochains trucs institutionnels qui pourraient permettre aux États-Unis de se débarrasser ou en tout cas d'affaiblir Trump et le pouvoir autoritaire qu'a Trump, c'est d'abord les midterms, c'est les élections de mi-mandat, donc c'est comme l'équivalent des législatives pour renouveler le personnel de la Chambre des représentants, donc de l'Assemblée nationale. Et après, l'élection américaine, si on a une dans 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Quand tu compares les 27 ans de prison de Bolsonaro et Trump qui a pu être réélu, tu te poses des questions sur les contre-pouvoirs quand même. Ah mais évidemment. Mais historiquement aux États-Unis, c'est une république qui a toujours tenu. Ils n'ont pas refait aucune de leurs institutions depuis la toute fin du 19e siècle. C'est une république qui est plus vieille que la première république française. Et il y a eu quelques amendements sur la Constitution, mais jusque-là, la Constitution américaine est la même quasiment depuis 250 ans. Donc c'est pour ça que de dire qu'il y a un truc où, du point de vue institutionnel, historiquement, les institutions américaines ont tenu. Si Trump, vraiment part en mode full dictateur et arrive à se faire élire une 3e fois et arrive à vraiment s'asseoir totalement sur les institutions américaines, ça sera une première dans l'histoire des États-Unis. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je disais ça. Mais effectivement, de toute façon, c'était le but de toute cette séquence, c'est de montrer à quel point c'est super inquiétant ce qui se passe et que Trump est en full dérive fasciste. Et ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et justement, toute la question qui se joue pour les 3 prochaines années jusqu'à la prochaine présidentielle, 2 ans et demi, ça va être est-ce que les contre-pouvoirs américains, est-ce que les institutions américaines vont tenir face aux attaques de Trump, à la fois d'un point de vue institutionnel, est-ce que les institutions démocratiques, entre guillemets, vont tenir face aux attaques de Trump, et est-ce que les contre-pouvoirs non institutionnels, donc typiquement le droit le droit de s'organiser, le droit d'avoir une opposition politique, la liberté de la presse et ce genre de choses, ce genre de contre-pouvoirs, est-ce qu'ils vont tenir suffisamment aussi pour que Trump ne mette pas définitivement la main mise sur les États-Unis qui deviendrait littéralement une dictature? C'est la question qui se pose et c'est toute la question qui va se poser dans ces 2 prochaines années, et c'est justement ça qu'il faut tenter d'analyser pour comprendre jusqu'où Trump va pouvoir aller. Et là, tout ce qu'on voit, c'est des attaques sur ces fameux contre-pouvoirs. Une presse libre, une opposition politique a le droit de s'exprimer et de critiquer le pouvoir en place. C'est un contre-pouvoir. Ça fait partie des choses qui font qu'on classifie certains régimes en tant que démocratie et d'autres non, typiquement. Voilà, démocratie, c'est pas juste est-ce que le peuple a le pouvoir. Typiquement, est-ce que l'opposition politique a le droit de parole? C'est une caractéristique très importante pour savoir si un pays est plus ou moins démocratique. C'est tout un spectre, la démocratie. C'est pas soit c'est une démocratie, soit c'est pas une démocratie. Et là, on voit que c'est précisément à ça qu'il est en train de s'attaquer. Donc là, on a un exemple précis de Trump qui s'attaque à un contre-pouvoir américain. Dans quelle mesure il va aller jusqu'au bout de son projet ou pas? Ça, c'est les 2 prochaines années qui nous l'apprendront. On verra d'ici là, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la situation est vraiment extrêmement, extrêmement inquiétante. Voilà. Pensez à vous abonner.